Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du côté de la Riviera où nous avons la chance de pouvoir vous faire vivre la deuxième édition de Montreux Acrobatie, un spectacle à ciel ouvert qui s'étend sur tout le week-end du jeûne entre samedi et lundi et où nous serons en direct tous les jours de 14 à 16 h puisque la Télévo Fribourg a mis en place un dispositif exclusif pour vous faire vivre cet événement. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que nous n'allons pas nous ennuyer durant ces 3 jours car à Montreux ce week-end, ce sont 25 disciplines acrobatiques qui seront pratiquées et quelques 140 athlètes de niveau international qui vont assurer le show. Et ce spectacle, je ne vais pas être le seul à le commenter puisqu'à mes côtés, des consultants vont se relayer au fur et à mesure de l'après-midi. Et pour commencer, Baptiste Saudan, bonjour. Mais bonjour Joël et bienvenue sur ce site unique et incroyable qui est le Casino Barrière de Montreux. Merci beaucoup, vous êtes cofondateur de Montreux Acrobatie. Alors est-ce qu'on peut dire que cet événement est unique en Suisse ? Alors sans trop de surprise, il est unique en Suisse, mais je dirais même plus loin, il est unique en Europe et unique au monde. Il y a des festivals acrobatiques où il y a 12, 13, 15 disciplines, mais 25 c'est du jamais vu et on en est très fiers et ça fonctionne très très bien. On va poursuivre la description de cet événement juste après, mais avant ça, on va aller faire un tour du côté de celle qui va vous faire vivre cet événement de l'intérieur et que l'on va retrouver régulièrement durant ce direct. Il s'agit de Stéphanie Cazarin. Bonjour Stéphanie, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que vous n'avez pas peur avant de tester tout ça? En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai pas peur du ridicule parce que mon idée, c'est de montrer que faire ce genre de sport acrobatique, c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Parce que quand on les voit défier les lois de la gravité, la tête en bas, les pieds en l'air, ça a l'air facile, mais je crois que c'est pas du tout le cas. Et puis, je vais aussi récolter les réactions des différents sportifs pour comprendre leur motivation et pourquoi ils sont autant accros à l'acrobatie. Et puis, ça va commencer tout bientôt. Je suis là, vous voyez, il y a le tremplin du FMX qui va commencer dans quelques instants et on se retrouvera pour récolter les réactions des pilotes qui sont vraiment de qualité. Merci beaucoup Stéphanie, on se réjouit de vous retrouver pour suivre le motocross freestyle. Mais avant ça, petite introduction, comment est né tout ça? En 2017, j'ai pu comprendre, quelques amis, vous avez lancé cette idée folle. Tout part autour d'une table et d'un verre de vin en général, c'était également ça pour nous. Moi je suis issu de la gymnastique avec mon cofondateur Yves. Et puis l'idée c'était, au travers des 150 ans de la gym de Montreux, de faire un événement public, populaire, pour célébrer l'acrobatie. Alors autour de cette table, on a commencé à lister les sports acrobatiques. On est arrivé à 8, à 9. Et une année et demie plus tard, on a pu déployer 42 disciplines sur toute la ville en 2017. 42, c'était en 2017. Maintenant, c'est un petit peu réduit à un format un peu plus restreint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a que 25 disciplines? C'est déjà énorme. Hein. Que 25 disciplines, comme vous le dites. Tout simplement, on devait lancer ça l'année passée. Avec toutes les mauvaises raisons qu'on connaît, on a dû débrancher la prise. Et puis, on a dû se réinventer. Et puis finalement, notre partenaire qui est le Casino Barrière de Montreux, après des discussions qui se sont très très bien passées, on s'est dit voilà, c'est là qu'on va faire Montreux Acrobatie, certes à une dimension un petit peu plus réduite. Là, je ne vous cache pas non plus, on est parti à 10 disciplines, aujourd'hui on en a 25. Et puis on a dû, par rapport à des effets, je dirais, géographiques, on a dû refuser des gens. Parce que contrairement à 2017 où c'était nouveau, où on était inconnu, là c'est vrai qu'une marque est née. Et les acrobates ont des fourmis dans les jambes pour se produire sur Montreux Acrobatie. C'est un événement sur un terrain privé, mais c'est un événement public. Hein. Tout le monde peut venir y assister. C'est 3 jours, et si on veut venir, comment ça se passe? Bien sûr, alors je crois que les gens ils ont très bien compris parce qu'il y a déjà un grand nombre de personnes qui sont là depuis 10 h ce matin. Ce qu'il faut rappeler, c'est que de 10 h du matin à 10 h du soir, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a fait qu'un tiers des démonstrations. C'est plus de 50 shows par jour, 25 disciplines.
Il y a une billetterie, montreux-acrobatie.com, avec des prix favorables pour les enfants, pour 2 jours, 3 jours, parce que bien évidemment, quand vous mettez le doigt dans l'engrenage de l'acrobatie, eh ben, il y a des chances que vous veniez demain et le lundi du jeûne, parce que c'est férié sur certains cantons. Et il y a des raisons de venir aussi le dimanche et le lundi, puisqu'il a à chaque fois, chaque jour, différents points forts. Aujourd'hui, c'est justement le motocross freestyle notamment, et ensuite dimanche, lundi, il y a d'autres activités. Alors de base, toutes les disciplines sont déployées 2-3 fois par jour. Mais on a, c'est vrai, quelques disciplines, je dirais, comme aujourd'hui on a une finale de breakdance où on a le top 16 mondial. Donc ça va se passer en 2 épisodes cet après-midi et ce soir. Je peux vous dire, j'ai vu les noms, je suis allé contrôler sur internet et je peux vous dire qu'on a vraiment la crème de la crème mondiale. Il y a ça. Demain, on a également la finale du foot freestyle suisse. Ça aussi, un sport qui est en train d'émerger. Et je dirais la petite anecdote de ce sport, c'est que contrairement à d'autres disciplines, comme un exemple, le parapente, le flyboard ou peut-être le trampoline, eh ben, tout le monde a touché un jour un ballon. Donc on se rend compte un petit peu de la difficulté et du niveau que proposent ces acrobates. Allez, on aura plusieurs heures de direct justement pour faire le tour de ceux qui aiment Montreux Acrobatie. On entend déjà les premières motos, les motocross. Je vous propose de faire un premier changement volant. Merci beaucoup Baptiste pour ces premières explications. On va accueillir maintenant sur le plateau Antoine Rebaud. Je vous laisse effectuer, messieurs, le changement en plateau, puisqu'on va aller du côté du FMX et accueillir Antoine Rebaud, qui n'est autre finalement que le père de Matt Rebaud. Bonjour Antoine. Bonjour, oui en effet, je suis le père de Matt. Et Matt sera et est d'ailleurs sous nos yeux, puisqu'on va assister à une démonstration de freestyle motocross. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le freestyle motocross, en quoi ça consiste ? Alors le freestyle motocross, c'est donc une discipline qui se joue avec des motos de motocross et bien sûr il y a une rampe métallique et là pour l'occurrence dans des cités comme Montreux, on a installé une réception gonflable pneumatique qui est réglable en pression pour amortir les sauts. C'est donc une possibilité qu'on peut déplacer partout à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous êtes un expert du domaine, puisque si Matt Rebaud est allé dans ce milieu-là, c'est grâce à vous. Comment s'est passé tout ça ? Un petit peu, bien entendu, comme tous les freestylers motocross, et on commence par faire de la moto. Mathieu a commencé à 4 ans. Et après, de 10 ans, il a fait des courses de motocross. Il a été champion suisse de motocross. Et puis après, à l'âge de 16-17 ans, il a commencé à faire un petit peu d'acrobatie avec sa moto, toujours plus. Et finalement, à 20 ans, c'est devenu sa profession. Il avait le titre de freestyler et s'est exilé pendant 10 ans aux États-Unis pour pratiquer ce sport où là-bas, il y a beaucoup de compétitions et surtout la possibilité d'y gagner sa vie. Oui, Matt Rebaud, votre fils, un champion du monde en 2006 de la discipline. Et aujourd'hui à Montreux, alors dans un registre un peu spécial, on le voit accompagné de 2 camarades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Nicolas Perrier et Billy Roux, tous des Vaudois. Alors exactement, ce sont des gars de notre région. Mathieu, bien sûr, l'âge avance, ça fait bientôt 20 ans qu'il pratique ce sport et il a enfin trouvé 2 copains qui étaient un petit peu là du motocross. Ils ont une bonne expérience de crossman et ils sont venus essayer les rampes qu'on a chez nous sur des réceptions en terre. Ça leur a immédiatement plu et puis d'entraînement en entraînement, cette année, ça fait une année qu'ils s'entraînent. C'est maintenant leur 3e show avec cette réception gonflable et ils commencent à avoir du métier et Mathieu est surtout très content de pouvoir transmettre son savoir et de le faire avec des copains. C'est toujours plus simple que d'être seul dans son coin. Alors est-ce que vous sauriez les reconnaître, les 3 voilà, sauteurs ? Là, c'est Mathieu qui vient de faire un tsunami, cette figure. Et je vais vous annoncer le prochain, je le vois. Donc Tsunami, une figure très impressionnante. Très impressionnante. Alors là, c'est... Attendez, il a changé de maillot. Ça, c'est Nicolas Perrier, qui vient d'Yverdon. Exactement. Et puis le prochain, ça doit être Billy Roux de Chevroux, qui a fait un whip. Le whip, c'est essuie-glace en anglais. Et c'est pour ça que quand il penche sa moto à 45 degrés en l'air, on appelle cette figure le whip.
Alors ils enchaînent, hein. Est-ce que c'est un sport physique? Absolument, c'est physique tout à fait comparable à l'acrobatie qu'on voit en avion. Pour l'instant, ils ont fait ce qu'on appelle des sauts droits classiques et après, je pense que Mathieu va enchaîner quelques backflips. Ouais, on est dans la première séquence, hein, une séquence de 10 minutes qui sera entrecoupée ensuite d'un interview où Stéphanie Cazarin ira prendre quelques impressions. Ah bah voilà. Très bien, voilà déjà le premier backflip. Donc c'est en périlleux arrière. Et peut-être renseignement sur les motos. Il y a donc 3 pilotes. 2 motos sont des 250 cm3 de temps qui sont favorables aux rotations, tout comme des moteurs d'avion d'acrobatie. Et Mathieu, lui, est équipé d'une moto assez spéciale, qui est une moto électrique, qui ne fait pas de bruit et qui a une puissance équivalente aux 250 de ses collègues. Pourquoi avoir décidé justement de passer sur moto électrique? C'est le premier hein, dans le monde. Oui, c'est le précurseur. Maintenant, il y a quelques gars qui le suivent. Le problème, c'est de trouver la machine qui a suffisamment de puissance. Bien sûr, elle est un petit peu plus lourde, la balance est différente. Techniquement, c'est quand même quelque chose de nouveau. Mais il y a des avantages. Il y a des avantages. Il n'y a pas de rotation, il y a moins de pièces en mouvement. Le désavantage, c'est le poids. Et le gros problème pour faire du freestyle, c'est qu'au moment où on coupe la poignée de gaz, le moteur s'arrête. Ce qui n'est pas le cas avec un moteur à explosion. C'est des choses qu'il faut maîtriser et entraîner. Et c'est assez difficile à y arriver. Surtout que les pilotes ont une grande habitude de leur moto atmosphérique. Ça perd pas un peu du charme du sport de passer à la moto électrique? Alors c'est ce qu'on dit, mais le bruit est une chose. Mais par exemple, un ballon de football ne fait pas de bruit et ça intéresse beaucoup de monde. Oui, Matt Rebaud disait dans une interview que c'était aussi un avantage puisqu'il pouvait s'entraîner un peu à n'importe quelle heure. Hein. Alors ça, c'est le gros avantage. Et on a la chance de la région, avec cette nouvelle moto, de pouvoir, même le dimanche, ça ne dérange absolument personne. On va regarder un petit peu ces images spectaculaires. Est-ce que vous avez pu apercevoir là le saut? Moi, je vous avoue hein, que je ne suis pas un fin expert et c'est grâce à vous que l'on peut décortiquer, analyser ces sauts. Alors là, c'est un turn down. Il met la moto de travers et c'était Billy Roux avec la moto avec les flammes roses. Et voilà Nicolas Perrier qui pose parfaitement, bonne longueur. Poser parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sport qui est très technique, qui est basé sur des notes de style, c'est ça? Exactement, oui. Ça veut dire qu'il y a une pente, comme les sauts à ski par exemple, et pour éviter les chocs, bien que là, sur une réception gonflable, on peut être court, on peut être long, c'est une certaine sécurité. Mais sur les sauts en terre, il faut vraiment être précis pour éviter la chute. Et c'est un sport où les athlètes, on l'a vu, jouent avec le public. L'ambiance est pas mal hein, aujourd'hui à Montreux. Eh bien j'espère, on est au début et puis peut-être musique et moteur aidant, j'espère que l'ambiance va être d'enfer. Je voulais revenir justement sur le parcours de Matt Rebaud. Vous l'avez toujours encouragé hein, à faire cette discipline, à faire ce sport. Ça lui a permis de vivre du motocross. Vous en êtes fier du parcours de votre fils? Ah, absolument, comme tous les pères qui ont un fils qui n'est pas dans la norme. Oui, bien sûr. Ouais. Et on me dit dans l'oreillette qu'on est gentiment prêt pour un interview. Est-ce que Stéphanie, vous seriez disposée? Non, pas encore. Très bien, très bien. Alors on va continuer concernant Matt. Il a changé de vie un petit peu quand même, puisqu'il est passé justement à la moto électrique. Les compétitions pour lui, c'est fini? Alors il a décidé que depuis qu'il est père de famille, oui, il a arrêté. On a bourlingué dans le monde entier avec les compétitions, on a fait ça sur tous les continents. Maintenant, il se consacre exclusivement au show et aussi au tournage de vidéos pour ses sponsors. C'est un petit peu un changement de cap, mais aussi avec l'âge aidant, il n'a plus envie de prendre autant de risques qu'avant. En tout cas, il a toujours les faveurs de la côte et moi je crois que Stéphanie est prête. Hein. Stéphanie est prête avec Matt Rebaud. Stéphanie, je vous laisse la parole. Exactement Joël. Du coup Matt Rebaud, là ça fait un petit moment que le public était absent. De retrouver le public, qu'est-ce que ça vous fait?
Oui, c'est sûr. Du coup, cette période spéciale avec le Covid, j'avais pas beaucoup de travail. Donc, je suis super content d'être de retour ici en pleine ville de Montreux. Le public est présent. C'est toujours top pour moi que tu es un athlète et puis que tu fais ta discipline que tu aimes, de pouvoir le partager avec le public, les écouter, applaudir et puis de voir le sourire sur tous les visages. C'est vraiment cool. Vous aviez fait des drive-in de motocross, c'est ça? Voilà, pour essayer de combattre un peu le manque d'événements, on a organisé 2 drive-in cette année, un à Payerne et puis un au centre TCS à Cossonay, qui a super bien marché. Donc en mode drive-in, les gens regardaient le show depuis leur voiture. Donc essayer de trouver des solutions pour quand même pouvoir... c'est mon métier, c'est ma passion, c'est mon sport, mais c'est aussi mon métier, donc il faut essayer de travailler. Donc je suis vraiment super content que les événements reprennent comme ici à Montreux. Et un dernier mot, cette moto électrique, ça suffit? La puissance électrique pour faire des backflips? Voilà, le futur est en marche. Je roule 100% électrique, c'est vraiment génial. Je crois en cette mobilité. Et puis pour un pilote suisse, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'entraîner le dimanche et le soir sans déranger personne. Magnifique. Je vais vous tourner vers vos collègues parce que je crois que vous vous entraînez en équipe. Je vais venir vers vous. Billy Roux, qu'est-ce que c'est de s'entraîner avec Matt Rebaud? C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise en fait, parce que quand j'étais petit, je le voyais sauter au Supercross à Genève et tout ça. C'était un peu mon idole, j'allais lui faire signer ma casquette. Et puis par chance, il a une carrière assez longue pour que je puisse maintenant rouler avec lui. Et du coup, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Et vos objectifs en tant que pilote de motocross, quels sont-ils? C'est vraiment prendre du plaisir. Sauter devant du monde, c'est cool, c'est un truc que j'ai jamais fait avant. Et ouais, prendre du plaisir, c'est juste ça, quoi. On vous souhaite encore de prendre du plaisir pour la suite. On va se tourner vers Nicolas Perrier. Vous, ça fait une année que vous avez commencé la motocross, freestyle. Pourquoi vous êtes tourné vers cette discipline? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé les sauts. Quand je faisais du motocross de course, ce que je préférais, c'était les sauts. Et puis là, de pouvoir faire que des sauts, c'est juste trop bien. J'ai toujours voulu faire de la rampe, j'ai jamais eu l'opportunité. Et puis avec Matt, on a réalisé notre rêve avec Billy. C'est trop bien, c'est encore mieux de le faire avec lui. On est potes depuis super longtemps, c'est trop bien, quoi. Qu'est-ce que vous nous avez préparé alors pour cette dernière partie du show? Je crois que y avoir le meilleur, le petit chouchou, ça va être cool. On se réjouit de voir le petit chouchou, messieurs. Je vous laisse renjamber vos bécanes et puis bon show. Voilà Joël, c'est tout pour cette interview et le show va reprendre. Merci beaucoup Stéphanie. On se réjouit de continuer à les voir à l'œuvre. On peut dire que la relève est assurée quand on voit ces 2 jeunes garçons qui suivent votre fils. Absolument, et puis on est très content que 2 gars de la région s'y intéressent et vont reprendre le flambeau. Oui, Nicolas Perrier donc est d'Orge, une commune dans le Jura nord-vaudois, et Billy Roux est de Chevroux, dans le district de la Broye. Vous avez grandi juste à côté, c'est ça? Oui, nous, Mathieu, nous sommes de Payerne, dans la Broye, donc c'est central et la Broye est quand même un pays de motocross. Oui, un pays de motocross et où ça fonctionne fort, puisque on forme les tout meilleurs. Le niveau mondial, votre fils l'a atteint. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver justement à ce niveau-là, être le meilleur du monde? Alors, c'est toujours beaucoup de travail, persévérance et c'est surtout un entraînement quotidien, pas seulement sur le dur, mais pour inventer des nouvelles figures, toujours plus compliquées, et de pouvoir s'entraîner dans un bac à mousse, qui est une piscine avec des blocs de mousse. Objet que momentanément on n'a plus parce qu'il faut de la place, il faut des autorisations. Momentanément, notre bac à mousse est en Belgique, donc ça peut se faire, cette recherche d'amélioration peut se faire que pendant les vacances pour les deux jeunes qui vont se rendre en Belgique ou en Espagne, on peut louer des installations. Vous disiez, vous parlez de tout ce que ça nécessite, c'est quand même un sacré budget annuel pour un pilote de motocross freestyle.
Exactement. Et surtout, ce qu'il faut, c'est une volonté à toute épreuve. Il ne faut pas avoir peur de faire des kilomètres. Et puis aussi, il y a une certaine gestion du risque et de la pratique de la moto. Il faut quand même avoir le sens, d'une part, de la gymnastique et puis aussi technique de la moto. Allez, on va vraiment se plonger dans ces images pour la deuxième partie du show, puisque c'est celle qui sera la plus intense, où les athlètes vont aller faire vibrer le public encore un peu plus. C'est la figure emblématique du motocross freestyle, ça, le backflip. Oui, évidemment, c'est le backflip. Il existe aussi d'autres, mais là, les circonstances ne le prêtent pas. C'est de faire un double backflip ou même parfois un front flip. Mais pour ça, il faut des rampes spéciales qui envoient le pilote plus haut ou qui ont une bascule pour faire basculer la moto en avant. Un mot sur la rampe que l'on voit ici justement à Montreux. C'est une rampe qui peut sembler petite quand on passe à côté, mais elle permet de faire des figures très hautes quand même. Exactement. Alors là, ce qu'on appelle, c'est un rayon de 9. C'est le rayon de compétition qui est utilisé dans les compétitions. Et elle fait 2,70 m à la sortie de la rampe, et c'est du métal déployé pour éviter les glisses de patiner sur cette rampe. Il y a toujours des petites variations dans ces sauts. Là, on a vu le pilote décrocher les mains. Qu'est-ce que c'est ça? Alors évidemment, on fait toutes les figures, c'est avec les mains ou no hand, où il lâche les deux mains du guidon. Est-ce qu'on lâche aussi complètement sa moto parfois? Absolument, oui, c'est une des figures. Ça s'appelle comment? C'est le clicker. Une figure, j'imagine, très comme technique. un papillon, oui, exactement. Là, on est quand même dans une situation minime où c'est très étroit et il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Allez, alors on va commenter un petit peu les prochains sauts que l'on va voir. Une rotation de la moto en l'air, ça. Oui, ça c'est le turn-down. C'est pas impressionnant, mais c'est assez compliqué. C'est difficile à maîtriser, et surtout la condition pour une réception en air comme ça, il faut vraiment que la moto soit droite. On ne peut pas se permettre, comme sur le terrain, de corriger. Là, c'est un revêtement caoutchouc qui est quand même glissant. Donc la condition, c'est de poser droit. Le public semble en vouloir encore plus. Il n'a pas envie que ça s'arrête. Alors, qui est-ce? Alors ça, c'est Mathieu. Il a fait un underflip. Pendant la rotation du backflip, du périlleux arrière, on voit que la moto a pris une courbe de spirale. Et les motards s'enchaînent comme ça, l'un après l'autre. Ça, il ne faut pas se rater. Exactement. Alors, il faut que le premier, c'est comme dans les vols en escadrille, il faut que le premier soit bien. Et après, ça suit. Donc, on appelle ça le train. D'où, quelquefois, pour motiver le public, le speaker fait faire le chou-chou, puisque le train à vapeur de l'époque, où il y a une locomotive et les wagons suivent. Les wagons, en tout cas, suivent... finalement la locomotive, c'est un petit peu toute l'histoire de ce groupe. Matt, c'est la locomotive de ces jeunes. Absolument, oui. C'est ça. Et le public... C'est le plus expérimenté pour le moment. J'espère que les élèves ont dépassé le maître. Aujourd'hui, c'est un petit peu un show spécial, particulier. Il n'y a pas de compétition. Les athlètes prennent du plaisir, tout simplement. C'est ça. Alors, ils sont beaucoup plus décontractés. Il n'y a pas de juge. Donc, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Toujours dans un respect de la sécurité. La suite du parcours de ces messieurs, qu'est-ce que c'est? Il y a de la compétition bientôt qui les attend pour certains? Alors je pense qu'il faut peut-être encore attendre une année. Il faut avoir un programme d'une quinzaine de figures. Les runs de freestyle durent 2 minutes. Et dans ces 2 minutes, il faut placer entre 9 et 11 figures. Selon la rapidité, selon la configuration du circuit, qui en général se fait en salle. Et cette année,
la manche suisse du championnat de freestyle se déroule à Bâle. Et est-ce que Nicolas Perrier et Billy Roux sont prêts pour affronter le circuit international? Pas tout à fait, ils ne sont pas encore qualifiés, il faut avoir fait un nombre de shows comme ils font maintenant et il faut pouvoir justifier auprès de l'organisateur d'envoyer une vidéo du pilote et après c'est un peu comme un casting, ils sont choisis et pour l'instant il n'y a pas de Suisse qui participe à cette compétition. Allez, on va écouter un petit peu, je crois que l'ambiance elle est là. On vient de voir un Superman de Billy Roux où il a les jambes tendues derrière sa moto. Il faut savoir quand même que la distance est de 23 mètres et le pilote est environ à 10 mètres de hauteur. On doit freiner vite et accélérer vite. Il faut, exactement, mais il ne faut pas aller trop vite. La vitesse d'attaque de la rampe est entre 49 et 51 km/h. Donc c'est pas très vite, mais ça donne quand même une compression et une force de G dans la courbe de la rampe de l'Est. Et là on comprend que les athlètes doivent être forts physiquement. Est-ce qu'on s'entraîne aussi dans une salle de fitness par exemple? Absolument. Au niveau, maintenant Mathieu un petit peu moins. Mais avant, oui, quand il, à la grande époque de son titre de championnat du monde, il s'entraînait avec Didier Cuche et il allait tous les jours à Neuchâtel dans une salle de gymnastique avec le même entraîneur que Didier Cuche, qui lui est aussi un passionné de moto. Et c'était absolument indispensable d'avoir une super condition. Oui, en tout cas, je vois que finalement le public est acquis à leur cause. Merci beaucoup Antoine Rebaud, c'était un plaisir de commenter ces sauts en votre compagnie. Merci à vous, bon week-end. Mais voilà, le week-end s'annonce beau. On va faire un changement de plateau en direct, messieurs, si vous le voulez bien. Donc on accueille sans plus tarder, c'est Jérôme Collin que nous avons en notre compagnie. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le directeur général du Casino Barrière de Montreux. Première fois que cet événement a lieu sur les terres du casino. Alors pourquoi avoir accepté cette mission, cette collaboration? Alors, plus qu'une mission, je dirais presque que c'était un devoir de participer à la vie montreusienne sous un autre angle, mais un angle complémentaire à celui qu'on fait habituellement, c'est-à-dire le monde du loisir, du divertissement. On se veut être un acteur fort de la Riviera et quand le comité est venu nous voir, nous ne pouvions qu'accepter. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, le sport acrobatique? Est-ce que ça a les mêmes valeurs, ça ressemble en quelque peu au casino aussi, non? Alors ça ressemble au casino parce que le casino, il y a des pics d'activité entre un lundi matin et un samedi soir. Et puis il y a des pics dans les jackpots, de temps en temps on perd, mais aussi de temps en temps on gagne, on peut gagner beaucoup. Donc cet extrême-là, ces sensations, cette adrénaline, je dirais, c'est dans l'ADN aussi de notre établissement. Ça nous permet aussi un petit peu de découvrir tout le lieu du casino, un terrain assez grand finalement, où il y a la piscine, où il y a le théâtre, où il y a beaucoup de choses qui se passent tout là autour, c'est grand aussi. Alors effectivement, le casino, ce n'est pas qu'une salle de machines à sous et puis des tables de jeu, c'est bien plus large que ça, c'est 3 restaurants, c'est 2 bars, ce sont des espaces, des jardins extérieurs, près de 12 000 m² mis à disposition pour cette fois-ci du Montreux Acrobatie, mais c'est aussi un ponton sur le lac avec le plus vieux club de ski nautique suisse. Donc on est complètement dans l'ADN du loisir, entertainment, divertissement. Cet événement, c'est une grosse organisation, on imagine aussi pour le casino. En quoi ça a chamboulé ces derniers jours? Alors on va dire que c'est d'autant plus une grande organisation, c'est que tout est extrêmement sécurisé. Le certificat Covid est de rigueur sur tous les espaces, extérieurs, intérieurs. Et ça, c'était une base de travail très importante avec le comité. Alors les clients du casino sont un peu perturbés parce qu'il y a un petit peu moins de place de parking, l'accueil est un peu plus délicat parce qu'il passe au milieu des motos, de BMX, d'acrobates, mais en même temps tout le monde y trouve son compte et a le sourire. En plus la météo est avec nous, donc c'est tout simplement fantastique. Est-ce que vous pensez avoir une légère augmentation de passage au sein du casino grâce à ces activités qui se déroulent là autour? Alors ce n'était pas l'objectif, c'est pas d'avoir plus de clients aujourd'hui, l'objectif c'est de faire vivre un bon moment, une expérience exceptionnelle
à tous les visiteurs, quels qu'ils soient, Casino, mais aussi Montreux Acrobatie. Et puis c'est de faire découvrir un site d'exception au bord du lac, avec des espaces, comme vous le disiez tout à l'heure, tout simplement exceptionnels. Oui, parce que le casino de Montreux, il a une vraie place dans la vie locale, même suisse, si je peux dire ça comme ça. Alors bien sûr, c'est un casino de légende tout d'abord, hein. On va fêter cette année au mois de décembre les 50 ans de l'incendie Smoke on the Water qui a eu lieu au casino. Et puis c'est là où a démarré le festival de jazz, le Montreux Comédie. Donc on est bel et bien sur un endroit légendaire. Et c'est aussi ce qu'on se doit de respecter tous les jours lorsque les visiteurs du monde entier viennent au Queen Studio visiter toute l'histoire de Queen et les 7 albums qui ont été enregistrés à l'intérieur. Vous avez eu le temps déjà de faire un tour aujourd'hui et de regarder quelques-unes des acrobaties? Alors le temps, je l'ai pris puisque j'étais tout de suite en train de regarder la moto. Tout à l'heure, je regardais effectivement les artistes qui étaient en démonstration sur le podium, bien entendu. Et puis ça va durer, hein, on est là jusqu'à lundi soir. Donc si j'ai pas encore eu le temps de tout faire, je vais prendre le temps pour le reste. Il y a un moment que vous attendez avec impatience ce week-end? Moi j'attends que la nuit tombe pour voir quel va être rendu du bâtiment avec tous les projecteurs, tout ce qui a été mis en place, puisque là ça va être, je dirais, un grand moment feu d'artifice. C'est pas le smoke on the water, mais c'est le light on the water qu'on pouvait attendre sur l'établissement. Merci beaucoup Jérôme Collin. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Casino Barrière de Montreux. Profitez bien finalement, puis pas trop d'acrobatie quand même. Non, on va rester raisonnable. À un certain âge, il faut faire attention, mais bon, restons dynamiques et tous accros de quelque chose, et aujourd'hui du sport. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On va accueillir maintenant sur ce plateau Laëlle Grunberg. Laëlle Grunberg qui nous vient de la Tour de Paix, hein, si je ne m'abuse. Bienvenue, bonjour. Alors, vous vivez de la slackline, c'est une discipline que l'on n'a pas encore vue, ou si ce n'est... Oui, on a vu quelques petites images rapidement. Vous nous raconterez après, mais d'abord, expliquez-nous la différence entre votre discipline qui est la slackline et la jumpline que l'on voit juste maintenant. Alors, ce qui est fascinant sur le site ici à Montreux, c'est qu'on a deux des principales disciplines de la slackline, qui est une grande famille de plusieurs disciplines, dont la jumpline qu'on a au-dessus de la piscine ici, où c'est une sangle tendue, extrêmement tendue, élastique, sur laquelle on rebondit, on peut réaliser toutes sortes de figures acrobatiques et qui est extrêmement explosive. Et on a ici certains des meilleurs jumpliners du monde. Et puis justement, on a aussi la deuxième discipline en hauteur qui a lieu au-dessus de nos têtes, où on a des gens qui marchent sur cette sangle en hauteur toute la journée. Jumpline, highline, là donc c'est de la jumpline. Est-ce que vous les connaissez tous, ces athlètes qui rebondissent sur la line suspendue au travers de la piscine? Alors aujourd'hui, sur tout le week-end, on est 3 performeurs ici. Louis qu'on voit à l'écran en ce moment, Angelica aussi, qui est une fille locale de Lausanne, une femme de la région, une performeuse extraordinaire aussi qui apporte et qui porte fièrement qui représente le monde féminin aussi du sport et de la slackline, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et puis moi je participe aussi aux performances de trickline au-dessus de la piscine et highline aussi, mais à l'occurrence on aura certainement l'occasion de vous voir au cours de ces prochaines heures ou de ces prochains jours. Alors vous avez commencé à 14 ans la slackline, alors comment est-ce que l'idée est venue? C'était tout simplement un cadeau d'anniversaire de mon père et on s'y est mis toute la famille. C'était extrêmement difficile au début. On avait les jambes qui tremblaient, on n'arrivait pas à marcher dessus. Enfin, moi, je tenais même pas quelques secondes dessus. C'était vraiment difficile. Et voilà, on a un exemple magnifique d'Angelica qui avance sur cette slackline au-dessus de la piscine. Et c'était vraiment beaucoup d'heures de pratique, des milliers d'heures d'entraînement pour nous tous. En fait, on a commencé il y a longtemps et aujourd'hui, on a vraiment des conseils. On est vraiment capable d'apprendre la slackline en à peine quelques heures et on arrive. C'est une discipline qui est devenue très accessible en fait pour beaucoup de gens. Alors Laëlle, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour nous aider à commenter les images que l'on va voir. Alors tout d'abord, il faut se mettre au milieu de la line, c'est ça? Voilà, exactement. Alors pour la trickline, ce qui est génial, c'est que ça rebondit le mieux au milieu et donc on marche ou alors on avance en sautant jusqu'au milieu. Angelica, elle adore les figures statiques aussi et ça veut dire qu'elle n'est pas forcément en train de rebondir, mais plutôt qu'elle se met dans certaines positions acrobatiques sur la ligne
par exemple en planche sur un bras ou etc. Des choses comme ça. Mais elle est aussi très acrobatique et très aérienne et ça c'est super beau à voir. Un mot sur le cadre, hein, les pieds dans l'eau. On a souvent l'occasion de faire ça dans des cadres déjà à la maison et des cadres aussi beaux. Ouais, ces images sont extraordinaires. C'est un endroit très particulier d'être ici. On se croirait vraiment dans un... Enfin, c'est vraiment un lieu absolument idyllique. On a la chance aussi d'être en Suisse et d'avoir les Alpes et d'avoir un terrain de jeu qui est extraordinaire où on se retrouve entre les montagnes à des centaines de mètres de haut. On a fait la plus longue slackline de Suisse très récemment aussi avec certains des performeurs qui sont ici. Et voilà, c'est juste d'être au casino ici à Montreux, c'est juste extraordinaire. Si vous avez l'occasion de venir ce week-end, c'est très spécial. Quand on est sur cette ligne, il faut être extrêmement concentré, hein, on l'imagine. À quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on est uniquement dans la prestation, dans la performance? Alors peut-être qu'on aura le droit à zoom sur la tête de Louis qui en fait a un énorme sourire et donc c'est une certaine concentration, surtout au début quand on apprend, on doit vraiment apprendre à se concentrer, à maîtriser notre corps, etc. Et en fait ces athlètes-là, ils ont tellement d'entraînement qu'en fait là c'est vraiment du plaisir. Louis il est torse nu, il se fait plaisir, il partage avec le public, il fait des figures qu'il aime, les pieds dans l'eau comme tu as dit et puis là c'est juste, on voit qu'il se fait plaisir et voilà, il réalise là un périlleux arrière où il atterrit sur la ligne. Il faut savoir que la ligne fait 5 cm de large. Et voilà, de faire un périlleux arrière et de atterrir sur les pieds, c'est une figure très difficile. Et en plus, là, sur la piscine, voilà, c'est vraiment du plaisir en fait. Il y a aussi des sauts qui peuvent atteindre une certaine hauteur. J'imagine que ici à Montreux, on va peut-être pas sauter aussi haut qu'on pourrait le faire sur d'autres jump lines. En fait, c'est notamment la longueur de la jump line qui définit la hauteur, mais là, en l'occurrence, le fait d'être dans l'eau, on peut aller vachement en fait. On va plus haut que sur la plupart des lignes. Oui, ça permet de prendre plus de risques, c'est ça? Exactement, plus de risques et plus de hauteur aussi en fait, et plus de risques aussi, puisqu'on a quand même cette possibilité de tomber dans l'eau. Et il faut savoir que Louis, notamment, c'est le premier dans le monde à avoir fait le triple périlleux avant et le triple périlleux arrière sur la slackline. Donc c'est vraiment un phénomène, Louis, c'est un peu une légende dans le monde de la slackline. Et voilà, Angelica aussi, qui est voilà, une des icônes de la slackline féminine. Et voilà, donc voilà, qui nous fait une super belle sortie en périlleux arrière. Et voilà, là on a une belle image de Sam avec la vue sur Samuel, avec la vue sur les montagnes derrière. Et ça c'est la highline. Ça c'est la highline, exactement. Donc on est haut. Et là, la line est beaucoup plus longue et donc c'est encore plus complexe de s'y tenir, c'est ça? En quelque sorte, en fait. C'est la même famille, la même grande famille de la slackline, mais plusieurs disciplines qui ont évolué, en fait, qui ont évolué dans différentes directions. Et en fait, ce qui est fascinant, ce que je trouve génial, c'est que l'highline était à la base une pratique qui se fait en hauteur, sur une sangle, qui fait très peur, cette pratique. Voilà, en fait, c'est le vide, c'est l'élément du vide, ça fait peur, c'est difficile. On est quand même accroché. Hein. On est quand même à 20 mètres de haut, mais on est accroché, c'est juste. Et on a les deux images, les deux disciplines dans la même image, c'est superbe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que très récemment, dans les 2-3 dernières années, les athlètes ont commencé à faire des figures acrobatiques sur l'highline. Et ça, c'est fascinant parce que c'est ce qu'on voit on voit Samuel réaliser quelques figures là-haut. Et c'est pas des figures où on décolle de la sangle et on rebondit, mais plutôt où on utilise le rebond de la sangle, mais sans jamais la quitter. Puis Samuel, il tourne dans tous les sens autour de la ligne. Et là, on voit quelque chose de spécial. C'est Louis qui réalise plusieurs périodes à la suite. On en a fait 3 à la suite. Et on peut rebondir avec n'importe quelle partie du corps, hein, j'ai l'impression. C'est ça, avec les pieds, avec le ventre, avec le postérieur, avec tout. Exactement, ouais. On peut vraiment utiliser toutes les parties du corps, l'épaule, le dos, et voilà, certaines figures sont plus difficiles que d'autres. Louis, c'est vraiment un grand fan des rotations verticales, des périlleux, etc., des sauts périlleux, et du coup, on voit qu'il enchaîne sans souci. Et là, voilà, un beau geste aussi pour le public, magnifique. Est-ce qu'il faut être un athlète de gymnastique artistique ou quelque chose comme ça avant de commencer la jump line? Parce qu'on voit que c'est pas que l'équilibre, hein, finalement. Exactement, ouais, là tu as raison, c'est beaucoup de conscience corporelle dans l'espace. On a tous des parcours différents. Louis a des années de pratique en gymnastique, presque au niveau professionnel en France. Angelica, pas du tout. Elle ne faisait pas de sport avant de faire la slackline et maintenant elle se retrouve à faire des acrobaties sur la sangle. Personnellement, j'ai jamais fait de gymnastique, j'ai tout appris directement sur la slackline, donc on peut vraiment chacun faire son propre chemin. Ça, c'est un niveau professionnel qu'on voit. Le professionnalisme, vous le pratiquez aussi, on en reparlera.
Est-ce qu'il y a des compétitions de jump line, de slack line, etc., etc.? Alors il y a des compétitions un peu partout dans le monde auxquelles on participe aussi. Louis surtout qui continue dans la compétition. Angelica et moi on s'est plutôt dirigé vers le monde du spectacle et de la performance que fait Louis aussi évidemment qui est extrêmement doué pour ça. Mais il y a des compétitions internationales aussi qui sont proposées par Red Bull notamment et différentes grandes structures partout dans le monde. Ouais. Mais c'est surtout important à préciser que c'est que la discipline acrobatique qu'on voit au-dessus de la piscine ici. Ce qui n'est pas le cas du coup de la highline. Voilà, exactement. Qui elle se fait vraiment pour le plaisir, pour le show. Alors on va en parler justement de votre parcours à vous. Vous l'avez dit, hein, vous avez commencé à 14 ans, c'était il y a 10 ans si je ne m'abuse. Maintenant vous vivez de ça. Comment ça se passe? Vivre de la slackline, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai la chance de pouvoir investir mon temps et mon énergie dans ma passion et de pouvoir en vivre. Et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est possible parce que toutes sortes d'événements, toutes sortes de structures, de manifestations s'intéressent à cette performance qui est quand même unique aussi parce qu'on apporte une nouvelle dimension de ce monde de funambule où un funambule traditionnel marche sur un câble avec un bâton, c'est très dangereux aussi parce que la personne peut tomber. En highline, on est attaché, ce qui nous permet d'apporter un côté extrêmement joueur, extrêmement simple à l'installation qui est aussi beaucoup plus facile et légère. Et donc en fait voilà, je me retrouve souvent à inaugurer des lieux, des châteaux. La semaine dernière, j'ai inauguré une nouvelle usine à béton recyclée dans le Gros-de-Vaud, par exemple. Mais on se retrouve aussi à faire des mariages un peu partout dans le monde, ou des croisières, des spectacles, des festivals de sport, des événements comme celui-ci à Montreux. C'est vraiment très varié, on fait toutes sortes de choses. C'est une discipline très visuelle, hein, évidemment. Qui dit discipline visuelle dit forcément Internet, les vidéos. Ça aussi, ça marche bien. Vous avez fait des vidéos qui collectionnent des millions de vues. C'est aussi comme ça qu'on gagne sa vie en faisant de la slackline. C'est assez particulier. Le monde sportif est compliqué parce que certaines disciplines reçoivent des budgets énormes et ont tout un potentiel de sponsoring. La slackline, c'est un sport très petit et très peu de personnes arrivent à vivre du sponsoring. Mais des personnes comme Louis aussi ont pu tourner des courts-métrages au fait, qui ont fait des millions de vues et où évidemment là, il y a aussi certaines sources de revenus qui peuvent être bénéfiques, mais qui sont plutôt un travail qui est fait pour la passion et pour ce côté plus visuel, artistique qu'on recherche aussi au travers de la vidéo notamment. Oui. Alors il y a des vues virtuelles, mais il y a aussi des vues physiques, comme par exemple ici à Montreux. Je crois que Stéphanie est en train de sonder les spectateurs pour voir ce qu'ils en pensent de ce show de Jumpline. Stéphanie, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous avez pu recueillir quelques sensations, quelques témoignages des spectateurs? Eh bien, oui, nous sommes au bord de la piscine. Alors, on a en première ligne la jump line, en l'air la high line. Et justement, je crois que les spectateurs sont vraiment très impressionnés. Qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle? Oh là là, non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça vaut la peine. Vous arriverez à réaliser ce genre d'acrobatie? Mais moi, j'arrive déjà pas à marcher dessus, donc c'est mort. Désolée. Vous êtes venu ici pour observer différents types d'acrobatie? Alors, je suis venu pour l'acro-yoga principalement. Et sinon, voir un peu. En fait, il vient m'accompagner, c'est mon coach. Tu vois, le soir, il vient me masser pour que je sois détendue pour les shows. Parce que vous faites de l'acro-yoga? Oui, moi je fais l'acro-yoga, exactement. Merci beaucoup pour cette réaction. Voilà Joël, on voit qu'ici au bord de la piscine, l'ambiance est super et on voit ces acrobates qui sont dans les airs, sur l'eau, c'est magnifique. Oui, on ne va pas se priver de continuer à apprécier ces acrobates. Une réaction sur ce plan de drone que l'on peut apprécier. Hein. Liel, on reste bouche bée. La prestation de ton collègue, tu l'envies là, tu as envie d'être à sa place? C'est très spécial de partager ces moments. C'est toujours un plaisir de faire de la highline et de la slackline pour soi, que ce soit en montagne ou ailleurs, mais aussi de le faire pour un public et de le faire pour quelqu'un d'autre et de partager cette passion qu'on a pour ce sport incroyable. C'est juste magnifique et en fait, ils ont le sourire et c'est magnifique. Et Louis qui fait un double période arrière à l'écran, ça c'est extraordinaire.
on a vraiment certains des meilleurs slackliners ici et c'est ça qui fait la force de ce show aussi. Louis qui est super et Samuel qui est aussi une légende dans le monde de la slackline et de l'highline et qui est aussi capable de faire des figures incroyables. Et tous viennent de quelques kilomètres à la ronde finalement. Exactement, alors ici on a Louis qui vient de Paris mais qui reste quand même européen et sinon tous les autres sont suisses et locaux et c'est aussi ça qui est incroyable, c'est que la Suisse est un des pays leaders dans le monde de la slackline, on peut le dire quand même, on a énormément de pratiquants, on est le premier pays dans le monde qui a le plus de nombre de pratiquants de slackline proportionnellement au nombre d'habitants. Donc c'est un pays extrêmement dense en pratiquant de la slackline. Ouais, voilà. Une statistique effectivement très intéressante. Allez, on va commenter un petit peu les performances que l'on voit. Alors difficile de commenter les deux en même temps, mais là typiquement on voit en hauteur, on peut se laisser tomber aussi. Exactement, il vient de tomber, donc en fait sur l'highline on réalise toutes sortes de tours, d'acrobaties, de rotations, etc. Mais on perd très facilement l'équilibre et donc on tombe. Et ce qui est génial, c'est que ça fait partie du jeu de tomber et d'avoir cette sécurité et c'est aussi en fait ce qui nous permet avec le temps de se familiariser avec cet élément du vide, avec la hauteur et aussi certaines personnes commencent avec le vertige et en fait dépassent complètement cette peur et c'est possible parce qu'on est attaché et qu'on a le droit de tomber et c'est ça qui est magique aussi dans cette discipline. Comment est-ce qu'on gère justement ce vide? Vous avez jamais eu peur du vide, le vertige? Comment est-ce que vous gérez ça? C'est très différent pour tout le monde, on a tous des niveaux d'appréhension de la peur. On parle souvent d'appréhension du vide plutôt que de vertige, mais on a tous des niveaux différents de peur. Je pense que tout le monde a peur la première fois qu'on monte sur une highline et qu'on doit se lever et qu'on est debout sur une sangle qui fait vraiment l'épaisseur d'un pouce. Ça fait extrêmement peur, on a juste l'impression qu'on va mourir et qu'on n'est pas censé être là. Et petit à petit, on apprend à se dépasser, à faire un premier pas, à se lever, etc. Et c'est vraiment un processus qui vient petit à petit, mais aussi qui est source d'énormément de satisfaction, de plaisir et de jeu en fait, beaucoup aussi. Peut-être qu'avec ces images, peut-être qu'avec votre discours également, vous avez su motiver quelques jeunes à commencer la slackline. Alors c'est quoi le conseil pour bien débuter, pour pas se faire trop mal? Alors des conseils, il y en a plein et c'est vraiment important de les recevoir parce qu'en fait, toutes les personnes qu'on voit à l'écran, c'est des personnes qui ont commencé il y a 8-10 ans ou même plus parfois et qui ont tout appris tout seul. On a été complètement autodidacte et petit à petit, on s'est réunis, on a échangé nos connaissances et aujourd'hui, il y a des associations partout en Suisse qui proposent des cours et des initiations, etc. Et c'est vraiment important de les recevoir parce que c'est des vrais raccourcis. Et alors, les 3 conseils de base que je donne en général, c'est toujours garder les pieds droits. C'est vraiment important de rester dans l'axe de la slackline et de ne pas mettre les pieds de côté. Et puis bien lever les bras au-dessus des épaules. On cherche à avoir une position qui est vraiment droite. Et puis on regarde toujours devant soi. Et puis on essaie de bien respirer, de rester calme. Et voilà, c'est aussi quelque chose qu'on cherche au début. C'est une certaine sensation d'avoir un calme intérieur et un certain contrôle de notre corps et de notre esprit. Et puis plus tard, on abandonne tout ça et puis on se met à sauter, on rebondit et puis alors on va en hauteur, etc. Comme sur les images qu'on va commenter parce que finalement on les a pas beaucoup analysées ces images. Donc quelques sauts pour se mettre en jambe d'abord. Voilà, on appelle ça le butt bounce, donc le saut sur les fesses et puis Angelica qui nous fait un demi-tour en chest bounce, donc sur la poitrine. Et puis Angelica qui est extrêmement gracieuse aussi, qui a des mouvements très, très beaux, très, très lents. Est-ce que les athlètes aujourd'hui prennent plus de risques, sachant qu'il y a la piscine, sachant qu'il n'y a pas de pression parce que c'est pas une compétition? Là, ils sont là pour le plaisir. On est là essentiellement pour le plaisir et en fait pour le partage parce que c'est ça en fait d'avoir un public, c'est partager, donner en fait, donner de soi et donner de sa passion. Et donc Angelica, je crois qu'elle se fait vraiment plaisir ici aussi et elle fait des figures qu'elle aime, qu'elle maîtrise, qu'elle connaît et qu'elle a envie de montrer, avec lesquelles elle se sent bien. Et puis lui aussi il se fait plaisir, mais il a ce côté aussi très puissant, très un peu en force aussi en quelque sorte. Exactement. Même si évidemment il y a toute la finesse, il y a toute la technique, puisque sans la finesse, sans la technique, on n'arrive pas à faire de la slackline. C'est pas seulement être fort, c'est un atout, mais c'est pas seulement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment une combinaison entre la légèreté, la finesse et puis en l'occurrence sur la jump line, la puissance et l'explosivité qu'on peut voir ici chez Louis.
où vraiment il rebondit facilement à 2 mètres au-dessus de la sangle. Et là, il prépare quelque chose en général, quand il fait plusieurs sauts à la suite comme ça, il prépare quelque chose de spécial. On va voir ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il va faire un triple? C'est peu probable. Oh là là là. Alors là, c'était un période avant avec une double vrille. Et c'est extrêmement difficile et en fait on voit que ça fait mal aussi parce que quand on tombe, la slackline nous remonte sur le bras et on se prend vraiment des grosses claques sur le bras. Là il avait prévu d'essayer de rester dessus, c'est ça? Exactement, le but c'est de retomber assis de nouveau. Et voilà, en fait ce qui est difficile c'est qu'on essaie une rotation mais on doit toujours garder notre axe. Et c'est extrêmement difficile d'atterrir sur une sangle, sur une surface qui est aussi petite en fait. Les entraînements, comment ça se passe? Parce que forcément quand on tente des trucs, on ne peut pas se mettre sur un sol dur et tenter des figures folles. Il faut une piscine, il faut quoi? Alors c'est très différent pour tout le monde, encore une fois. Certaines personnes s'entraînent en effet sur du gazon ou des surfaces dures, mais évidemment le mieux c'est d'avoir une surface qui accepte un peu les chutes, des tapis en général quand on a accès à une salle de gym, etc. Louis il s'entraîne sur du gravier en fait, et moi je me suis toujours entraîné sur du sable aussi, donc on a trouvé des alternatives au tapis, mais voilà, ça fonctionne aussi très bien. Et le public est au rendez-vous, les jeunes aussi, et les athlètes commencent à quand même se fatiguer, je crois. Un mot sur donc cette prestation en résumé d'Angelica et de Louis Boniface. Ils ont été tout simplement très bons dans ce qu'ils savent faire, c'est juste. Ils sont extraordinaires tous les deux et les enfants adorent. C'est toujours un spectacle qui est fascinant, qui est rare aussi parce que, en fin de compte, très peu de gens pratiquent cette discipline à ce niveau-là et donc de voir ces performeurs ici, c'est très spécial et on a de la chance de les voir. On va revenir sur vous puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant d'arriver à la mi-temps de cette émission. Vous me disiez, vous vivez de la slackline. Vous avez forcément eu déjà un joli parcours et des meilleurs souvenirs. Alors vous m'avez parlé d'inauguration, il y en a une en particulier qui je pense vous a marqué. Est-ce qu'on pense à la même? Est-ce qu'il s'agit de la fête des vignerons? Oui, alors moi j'en avais une autre, mais effectivement celle-ci aussi a dû marquer les esprits. On m'a dit aussi que vous étiez aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est laquelle qui vous a le plus marqué? Alors toutes sont très spéciales. Les JO à Lausanne étaient absolument extraordinaires. C'était un moment très spécial de clôturer les Jeux Olympiques sur une highline et puis d'éteindre cette flamme olympique symboliquement évidemment. C'était très spécial, c'était fantastique. Et puis au fait aussi la traversée entre guillemets illégale comme les journaux l'ont appelé, qu'on a pu faire, que j'ai pu faire dans l'arène de la fête des vignerons. Ça c'était aussi un moment mémorable qui était aussi un clin d'œil à Philippe Petit qui a fait une traversée illégale entre les Tours Jumelles à New York il y a de ça 20 ans en fait. Pourquoi c'était illégal de traverser lors de la fête des vignerons? C'était illégal dans le sens où on n'avait pas le droit et en fait pour résumer l'histoire, c'était une fête, cette fête gigantesque qui a lieu à la maison chez nous. Je suis de Vevey, donc vraiment local, un artiste local. Et j'ai essayé de contacter les organisateurs de la fête pendant des mois et des mois. J'ai envoyé plusieurs dossiers, des présentations, etc. Et on a toujours été ignorés. Et en fait, c'était tellement dommage qu'on a juste, avec 2 copains, on a pris la décision de le faire et de juste y aller. Moi, je suis aussi grand fan de cette idée qu'il vaut mieux demander pardon que permission. Ça me représente bien et donc on l'a juste fait, c'était extraordinaire, c'était vraiment un moment magnifique où je marchais au-dessus des toits de Vevey à 6h du matin au lever du soleil et intéressamment, une année plus tard, Daniele Finzi-Pasca, le réalisateur, le metteur en scène de la fête des vignerons m'a appelé pour me proposer un travail en Italie avec lui. Il m'a dit qu'il avait adoré cette performance et qu'il aurait adoré la faire ensemble. Donc voilà, on est en contact maintenant et puis en fait l'histoire se termine plutôt bien. Et ce travail en Italie, vous n'avez pas encore adhéré? Comment ça se passe? Comment vont les négociations? Malheureusement, c'est une manifestation qui a été annulée à cause du Covid. Évidemment, c'est pour tous les artistes de la région, on était en stand-by pendant une année, puis maintenant ça reprend, les événements reprennent et ça fait très plaisir d'être ici et d'être actif de nouveau. La slackline, c'est ces événements, mais c'est aussi des records. Alors j'ai vu que vous en aviez fait un tout récent, la plus longue line de Suisse, c'est ça?
Racontez-nous. Exactement, c'était une ligne extrêmement spéciale qu'on a fait vraiment ensemble avec les slackliners de la région, avec Rémi qui est là aussi aujourd'hui et d'autres personnes de la région. Et puis on était au col de Montreux, on a installé une ligne de 915 mètres de long, vraiment face au lac. On a à peu près la même vue qu'on a ici en fait au casino, mais beaucoup plus haut dans les montagnes, mais face au lac, incroyable. On a passé 10 jours là-haut et 9 personnes ont traversé cette ligne. Et puis voilà, c'était la plus longue slackline de Suisse. C'est une expérience extraordinaire, c'est un voyage réellement parce qu'on passe d'une montagne à l'autre. Quand on se trouve au début de cette ligne, au premier ancrage, on est assis sur cette sangle et elle disparaît dans notre champ de vision. Et c'est tellement loin, c'est tellement énorme et c'est vraiment c'est tout un voyage et c'est complètement fou au fait de marcher sur une distance comme ça et un peu cette distance mythique du kilomètre qu'on cherche qu'on cherche aussi à dépasser en Suisse et qu'on prévoit de Vous avez quelques réaliser pistes prochainement. Oui, on a un projet de 1,4 km dans les Grisons au mois d'octobre. Et puis l'année prochaine, on voudrait répéter le projet à la Danjaman. On voudrait installer une ligne de 1,5 km cette fois. Le record du monde, c'est quoi? Le record du monde, c'est 2 km. Et ça, c'est un objectif? C'est aussi un objectif. On sait qu'on est capable, en fait, maintenant de vraiment marcher des longues distances. Il faut savoir que le kilomètre, c'était une distance mythique en quelque sorte. C'était pas... On dit souvent que les choses sont impossibles jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et tout d'un coup, le champ des possibles s'ouvre. Et ce kilomètre, ça paraissait impossible. Et maintenant, en fait, on marche sur des lignes qui font plusieurs centaines et plusieurs kilomètres de long. La plus longue slackline du monde, c'est 2,8 km. Mais en fait, pour valider un record, il faut marcher d'un bout à l'autre sans tomber. Et cette ligne-là, personne n'a réussi à la marcher encore. Mais on sait qu'on est capable de marcher des sangles qui font 2, 3, 4, 5 km. C'est vraiment une histoire de lieu d'autorisation, de technique et de météo aussi, évidemment. Laïen Grunberg, on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup d'être passé à notre micro. Bonne chance dans la suite de vos objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on se réjouit de vous voir ce week-end. Vous pouvez rester là. On va du coup tourner une rapide page de pub et on se rejoint tout de suite après pour la deuxième partie de cette première journée à Montreux Acrobatie. Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life, et le groupe Le Bas.